Vous écoutez Paillettes et Préjugés, le premier podcast sur le genre et l'intimité des enfants. Comme moi! Aujourd'hui, dans le 6e épisode de notre hors-série estivale Bienvenue bébé, on parle d'albums jeunesse. Bon, j'imagine que si vous écoutez ce podcast, vous avez probablement conscience que les histoires qu'on lit aux enfants influencent leur façon de voir le monde. Et je sais pas pourquoi, mais j'imagine aussi que vous avez déjà été dérangé par le sexisme, plus ou moins subtil, de plusieurs classiques... de nombreux classiques de la littérature jeunesse, et d'une quantité effarante de best-sellers contemporains. Alors je vous le dis tout de suite, pas question de jeter au feu ces livres gênants. Dans cet épisode, diffusé pour la première fois en 2023, on vous donne des tuyaux pour améliorer ces lectures pénibles et les transformer en outils pour ouvrir l'imaginaire et l'esprit critique des enfants. Rien que ça. Pour aller plus loin, je vous recommande fortement un livre qui est sorti entre-temps. Croire aux faits mais pas aux clichés, de Julie Guillen-Michel. Dedans, l'autrice examine un par un les clichés de la littérature jeunesse et c'est fascinant. Ce livre est super utile aussi puisque Julie Guillen-Michel nous montre comment accompagner les enfants lors de la lecture de ces livres problématiques. Et quand on n'a pas l'énergie ou l'envie de lire des livres sexistes, ce qui arrive souvent, on peut heureusement, en 2025, lire plein d'albums jeunesse féministes et inclusifs, qui sont d'ailleurs, je le rappelle, souvent disponibles gratuitement en bibliothèque. Vive les bibliothèques municipales! Julie Guillen-Michel, toujours elle, en recense beaucoup sur son compte Instagram Petite Lecture Inclusive. Vous pourrez aussi en découvrir dans le livre Où sont les albums jeunesse antisexistes de Priscille Cross, un petit ouvrage sorti cette année aux éditions On ne compte pas pour du beurre. Si je commence cet épisode avec tant de recommandations, c'est que le sujet de la fiction, des histoires est vaste. Vous noterez d'ailleurs dans cet épisode qu'on ne parle même pas de dessins animés. Bon, en même temps, Bienvenue bébé, c'est une série sur l'éducation des bébés. Et qui dit bébé dit pas d'écran. Et puis en vrai, au moment de l'enregistrement, j'y connaissais pas grand-chose en dessin animé. Ça a beaucoup changé depuis que Jo est entré à l'école. Je suis confrontée quasiment quotidiennement à son besoin irrépressible de regarder Pat' Patrouille et Spider-Man. Et pendant ce temps, moi, je rêve de lui montrer mes dessins animés préférés de mon enfance, et j'ai un petit peu peur qu'ils aient pas très bien vieilli. Alors quand j'ai reçu une question d'auditoris sur le sujet, j'ai su que ce serait un sujet parfait pour lancer le nouveau format d'épisode de Paillettes et Préjugés qui arrive à la rentrée. J'avais peur que parler de dessins animés, ça soit un peu redondant avec l'épisode d'aujourd'hui. Et en fait, pas du tout. Le format conversationnel a donné un ton très différent. Mes invités ont apporté un regard vraiment nouveau. Et faire le focus sur les dessins animés et les enfants de plus de 3 ans, ça a permis d'apporter des conseils pratiques vraiment complémentaires avec ceux qu'on propose dans l'épisode d'aujourd'hui. J'ai vraiment hâte que vous écoutiez cet épisode qui sortira en septembre. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez l'écouter en avant-première si vous soutenez le podcast sur Ulule. En vous abonnant sur Ulule à Paillettes et Préjugés, un podcast, je vous le rappelle, 100% indépendant, vous me donnez les moyens de continuer d'écrire, produire et diffuser des épisodes. C'est essentiel. Et en plus de tout ça, le soutien, les épisodes en avant-première, faire un don récurrent sur Ulule vous permet de rejoindre le groupe WhatsApp. Franchement, j'adore ce groupe WhatsApp. Il est encore plus vivant, enrichissant et utile que ce que j'espérais quand je l'ai créé. Dessus, les auditoristes partagent leurs coups de cœur, coups de gueule, demandent et offrent des recommandations de tout genre et posent des questions aussi bien pratiques que philosophiques. Je vous explique comment vous abonner à Ulule à la fin de l'épisode. Sur ce, bonne écoute! Il était une fois, tout près d'ici, une princesse nommée Zélie. On dit qu'un jour mon prince viendra, mais ça fait 100 ans que je l'attends. J'en peux plus, qu'il se dépêche, qu'il bouge un peu ses royales fesses. L'histoire que Gabriel est en train de lire à son dernier enfant s'appelle La pire des princesses. C'est un livre d'Anna Kemp, sorti en 2013, sur une princesse, Zélie, qui est enfermée dans un château et attend qu'un prince vienne la délivrer pour partir à l'aventure. Il y a de l'attente depuis très longtemps, tellement longtemps qu'il y a des araignées là ici. Quand un magnifique prince apparaît à l'horizon,
Zélie pense qu'elle va enfin pouvoir découvrir le monde. Sitôt sur le cheval fringant, Zélie rit. Youpi, en avant, tout est bien qui commence bien. Malheureusement, le prince l'emmène dans son château et l'enferme à nouveau dans un donjon. Heureusement, depuis sa fenêtre, Zélie se lie d'amitié avec un dragon. C'est décidé, je m'en vais. Et le dragon va m'emporter. D'un seul souffle, il détruit complètement la tour. Oula, 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 ça sent le brûler. Qu'est-ce qui est brûlé? Du feu Ouais, mais il est où le feu? sur ses fesses. Sur ses fesses. Depuis ce jour, les deux complices, la princesse et le dragon, parcourent ensemble les contrées. Ils sont amis, ils sont contents et vivent des aventures. Et parfois même, ils ne résistent pas à griller quelques princes crétins ou chevaliers hautains. Quand j'écoute cette histoire, je peux pas m'empêcher de sourire. On est loin des contes que je lisais quand j'étais petite, de la Belle au bois dormant qui attend 100 ans le baiser d'un prince. Dans ma bibliothèque, il y a quelques classiques que j'ai gardés de mon enfance, comme Petit ours brun. C'est un ourson de 3 ans qui vit avec sa mère, bien apprêté, avec sa robe et son tablier, et qui s'occupe bien de lui et de la maison. Il a aussi un père, nul en tâches domestiques, qui n'est là que pour les activités rigolotes. Papa ours a préparé une bonne soupe ce soir, mais Petit ours brun ne veut pas la boire. Maman ours s'approche. Qu'est-ce qui ne va pas? Petit ours brun montre. Les gros morceaux, là, on dirait de la crotte. Maman ours a une idée. Elle va la mixer. La soupe de papa devient de la soupe soleil, dorée. Elle est trop bonne, papa, ta soupe soleil. Je pense à Jo, à qui j'ai commencé à lire des histoires. Pour Jo, la famille, c'est un parent solo non-binaire, une grand-mère, une tante qui fait quasiment office de second parent, 2 marraines, dont une qui ne veut pas d'enfant, et un parrain, noir et gai. Rien à voir avec ce qu'on trouve dans beaucoup d'histoires. Quand j'ai lancé le sujet dans la boucle WhatsApp, tout le monde était d'accord sur le manque de diversité dans la littérature jeunesse. Quand j'ai commencé à lire des livres à Ulysse, j'ai été frappée de voir combien ils étaient sexistes, combien le monde était très normé, avec toujours les mamans en train de faire des gâteaux et les papas en train de faire je ne sais quoi d'ailleurs, mais en général ils partent, ils vont faire des choses à l'extérieur de la maison. Qu'est-ce que ça propose en fait comme possibilité de monde et de vie en fait à mon fils, quoi. Je suis d'accord avec René. Qu'est-ce qu'on leur offre comme modèle? Heureusement, aujourd'hui, l'offre jeunesse est plus grande qu'il y a 10 ans. Mon aîné a 13, mon plus jeune a 4 ans. Et donc, c'est sûr que j'ai vu une évolution dans l'offre de livres anti-sexistes ou féministes qui n'étaient pas très prévalents à l'époque. Et c'était des ressources précieuses qu'on se passait de parent en parent. Ces nouveaux livres, ils ont notamment vu le jour grâce à des maisons d'édition féministes. Il y en a une en particulier que j'adore. On ne compte pas pour du beurre. Notre ligne éditoriale, c'est vraiment de la différence n'est pas un sujet. Ça, c'est Elsa Kedadouche. Elle a créé cette maison d'édition avec Caroline Fournier, avec qui elle a aussi un enfant. L'idée, c'est pas de montrer un stéréotype pour finalement s'en défaire. C'est pas de dire elle est courageuse parce que d'habitude, vous savez bien que les petites filles sont pas perçues comme courageuses. On va pas faire dire ça au livre, en fait. C'est vraiment d'être dans un monde utopique où en fait tout va bien et où en fait évidemment que tu peux être qui tu veux, évidemment que tu peux être courageuse, évidemment qu'il n'y a pas de filles stéréotypées, de garçons stéréotypés, mais sans que ce soit le sujet en fait. En 1 an, Elsa et Caroline ont sorti 9 livres. On nous dit que c'est beaucoup pour une toute petite maison qui débute. En même temps, il y a carrément une urgence et une nécessité très forte.
Ça nous semble hyper important et nécessaire que les imaginaires soient ouverts, soit pour se projeter soi-même, donc c'est la fonction miroir du livre jeunesse, c'est tout l'intérêt de la littérature jeunesse, ou bien voir l'autre. Donc là, on est sur la fenêtre, et donc l'ouverture sur le monde, et de voir que le monde est vaste, et que les personnes dans le monde qui vont s'apprêter à rencontrer sont très riches, d'une très très grande diversité. Et si cette diversité, ils la rencontrent jamais, ça va être dommage parce que ça va produire de l'inconnu, donc de la peur potentiellement, et du coup du rejet. C'est tout le mécanisme de la discrimination qui se met en place dès qu'on rencontre quelqu'un ou une situation qu'on n'a jamais vue dans la vie. Et les livres peuvent permettre en fait d'anticiper cette chose-là, de faire connaître quelque chose qui n'est pas connu. Et ça fonctionne très bien. Elsa a écrit le livre Pareil et différent, dans lequel un enfant a 2 papas et une maman. Quand je l'ai lu pour la première fois, j'y ai vu l'histoire d'un couple gay en coparentalité avec une amie célibataire. D'autres lisent ça comme l'histoire d'un trouble. Je constate, et c'est de façon systématique dans 100% des cas, que les tout-petits, sur la lecture de ces livres, n'ont pas de questions sur le fait qu'il y ait 2 papas et une maman. Ça provoque plutôt des réactions chez les adultes qui se disent « mais c'est drôle, en fait, ils n'ont pas tiqué, ils n'ont pas noté, ils n'ont pas remarqué ». Je dis « je pense qu'ils ont remarqué ». Puis la preuve, c'est qu'il y a toujours un moment où je dis « vous avez compris qui sont les personnages principaux ?» Oui, Ik et Nunk. Et les secondaires, les 2 papas et la maman. À chaque fois, ils ont bien compris. La maison d'édition innove aussi dans la forme. Par exemple en utilisant des néologismes comme Toust ou en faisant appel au point médian. C'est pas quelque chose de systématique aussi parce que c'est en discussion avec les personnes qui les autorisent. Et par exemple pour Léo Lao, c'est un projet qui a été écrit de manière inclusive. Il y avait une vraie volonté que ce personnage de Léo puisse être perçu comme un garçon ou comme une fille ou comme un personnage non binaire. Donc tout est écrit de manière inclusive, vraiment très volontairement, pour qu'on se projette dans ce personnage comme on veut, de façon très ouverte et très libre. Ces autoristes ne sont pas les premières à jouer avec les mots pour jouer avec le genre. En 1964, la grande théoricienne et militante féministe Monique Wittig a publié L'Opoponax, un roman sur le quotidien d'une petite fille. Pour rendre son récit universel, l'écrivaine utilise le plus possible le pronom « on ». On plonge le porte-plume dans l'encrier, on le secoue au-dessus pour le débarrasser du trop-plein d'encre, on le ramène sur le cahier. On écrit la mare, le mur, maison, on saute un mot qu'on n'a pas eu le temps d'écrire et qu'on n'a pas retenu, puis on écrit le mimosa, le maître, la montagne, la messe, on saute encore un mot en on, c'est peut-être le maçon. Malgré le succès du livre à l'époque, cette recherche d'une forme neutre n'a pas déclenché de mouvement dans la littérature française. En Suède, en revanche, un livre pour enfants a entraîné un changement majeur, à la fois dans la littérature et dans la société. Ce livre, c'est Kiwi et Monstre au chien. L'auteur Jesper Lundqvist utilise le pronom hen, un néologisme neutre, pour décrire son personnage principal. Suite à sa publication en 2012, le livre déclenche un débat national qui, in fine, popularise ce pronom, à tel point qu'il est ajouté au dictionnaire 3 ans plus tard. Le problème de ces histoires inclusives et égalitaires, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Je dois dire que ma pensée a beaucoup changé au cours des dernières années. Je vois les représentations problématiques qui peuvent être véhiculées dans la littérature jeunesse, non comme des problèmes comme tels, mais comme des occasions d'éducation, de discussion, etc. Ce que j'ai beaucoup fait avec mes 2 enfants en bas âge, c'est prendre n'importe quel livre et en faire une certaine adaptation ad hoc en fonction de mon inspiration du moment. Changer, si l'histoire dans son entièreté me déplaît, donc changer complètement l'histoire et repartir des images pour raconter de façon alternative l'histoire du livre. Hier, à la crèche, Jo a écouté un classique pour enfants que j'avais un peu oublié. Roule galette. L'histoire plaît bien aux enfants parce que c'est cette galette-là qui s'enfuit et qui échappe un peu à tout le monde. Mais ce qui plaît moins peut-être aux parents, c'est cette scène au début où on est face à deux personnes âgées dont l'homme décide d'ordonner à sa femme de lui cuire une galette et elle va donc balayer les pauvres petits grains de maïs ou de blé
au grenier et va s'échiner à faire ce travail-là pendant que lui reste assis dans son fauteuil. Donc, c'est évident que moi, c'est des choses qui me déplaisent en tant que féministe. Et c'est des choses dont je vais corriger la lecture par la suite. Je dis, ces deux personnes-là choisissent de faire une galette, ils vont travailler ensemble pour ramasser les grains de blé et puis ils vont cuisiner ensemble, etc. Moi, j'avais déjà fait un truc assez classique chez les parents queer. Changer les genres et les relations entre les personnages. Par exemple, la maman aigle avec son collier de perles devient un papa qui aime les bijoux, et le papa aigle en haut de forme devient une marraine magicienne. J'appelle tel personnage un parent ou une tante pour coller à notre schéma familial, et parfois j'utilise le pronom elle pour parler d'un personnage. Mais j'avoue que certains soirs, j'ai pas l'énergie. Je manque d'inspiration, et souvent je m'en mêle les pinceaux. J'ai une idée. On n'a qu'à donner le coffre vide à Gigi, propose Trompette. Si on dirait à pile ou face pour décider qui partage avec Gigi, suggère Cocotte. Comment va-t-on décider, vu qu'il n'y a pas de chef sur notre bateau? S'inquiète Pilon. J'ai entendu parler d'une méthode plus radicale et plus simple. Inverser les genres systématiquement. Comment va-t-on faire? Tu vois, ça c'est Jojo qui se dit voilà, qu'est-ce qui se passe? Les deux artistes et auteurs Jonathan Plackett et Carrie Fransman ont appliqué cette technique à des contes et des mythes fondateurs de notre société. Le premier recueil s'appelle Le Bel au bois dormant. C'est un recueil de contes, sous-titrés et autres contes où les princesses volent au secours de leur prince. Ça, c'est Marguerite Capel, l'une des deux traductrices de l'œuvre. Et le deuxième recueil, qui vient de paraître, s'appelle L'enlèvement de Perséphone et autres mythes où les déesses règnent sur l'Olympe. Donc on voit que cette fois, il s'agit de mythes grecs. Les deux auteurs ont inversé tous les genres des personnages au moyen ce qu'ils appellent un algorithme qui consiste en fait de manière très mécanique à inverser les ils. Et ça, c'est Hélène Cohen, l'autre traductrice. Les ils deviennent des elles, les mères deviennent des pères, les filles deviennent des garçons, etc., etc. C'est extrêmement simple comme procédé. On est toujours dans la binarité. On a inversé A pour B et B pour A. On ne crée pas une diversité d'approches possibles du genre. Mais en renversant le regard, on se rend compte en fait à quel point nos imaginaires sont marqués par des rôles dévolus au masculin et au féminin qui sont toujours les mêmes. Ça, on le ressent bien à la lecture de Cendron, la version masculine de Cendrillon. Il arriva que la fille de la reine donna un bal et y convia toutes les personnes de qualité. Nos jeunes damoiseaux étaient également invités du fait de leur haut rang. Les voilà bien aises et bien occupées à choisir les habits, culottes et coiffures qui leur siéraient le mieux. Cendron, te plairait-il d'aller au bal? Hélas, vous vous moquez de moi. Cela n'est pas pour moi. Tu as raison. On rirait bien de voir un cul Cendron aller au bal. Un autre que Cendron les aurait coiffés de travers. Mais il était bon et les arrangea à merveille. Ils n'avalaient rien pendant près de 2 jours, tant ils étaient transportés de joie. On rompit plus de 12 lacets, à force de les serrer pour leur rendre la taille plus menue, et ils ne quittaient jamais leur miroir. Dans toutes les histoires qu'on lit d'habitude, quand on arrive dans un lieu de puissance et de richesse, on s'attend à y trouver un maître et pas une maîtresse. On se rend compte que les garçons sont toujours définis par leur qualité morale, les filles par leur qualité physique. On se rend compte que, alors quand il y a des qualités morales qui sont prêtées aux filles, c'est uniquement des qualités de mesquinerie. On se rend compte en fait de la mesquinerie avec laquelle sont traités les personnages féminins dans nos histoires traditionnelles, qui sont toujours soit de vilaines belles-mères, soit des jeunes femmes jalouses, soit la jeune fille pure et parfaite, mais extrêmement faible et fragile. En français, évidemment, inverser les genres est un peu plus compliqué qu'en anglais. Les deux traductrices ont dû remanier les phrases et inventer des mots. Par exemple, une dame de chambre est devenue un gentilhomme de chambre. Et l'autre originalité de ce livre, ce sont les illustrations. Il y a une deuxième couche de travail qui a été faite dans ce livre, qui est celle des illustrations justement de Carrie Fransman, qui sont assez remarquables et où elle a justement, elle explique s'être beaucoup interrogée sur tous les tropismes et les clichés, les postures. Donc elle a vraiment ce jeu de présenter des hommes, des héros masculins dans des postures alanguies ou de fragilité qui sont traditionnellement dévolues aux femmes, et des femmes dans des postures de force, de puissance ou de domination qui sont assez intéressantes. L'effet produit par l'image, en fait, est aussi très puissant, même quand on lit pas le texte.
Les contes sont des récits fondateurs très anciens, des imaginaires de toutes les cultures. Ils ont été réinventés par la tradition orale et écrite des milliards de fois. Donc pourquoi pas les réinventer de cette façon-là ? Et ce n'est pas trahir un livre que d'en avoir sa propre vision. Les livres sont différents à chaque lecture, en fait. C'est le principe même de la littérature et c'est ça qui est magique. Ça me fait penser à ce que m'a dit Gabrielle. Pour elle, chaque livre est un outil. Moi, je ne cherche pas un livre et je ne pense pas qu'il existe de livre qui soit parfaitement inclusif sur tous les plans. Je pense que ça n'existe pas et je pense que c'est fallacieux de poursuivre cette quête du livre idéal. Ma posture en tant que parent, c'est de me dire qu'est-ce que j'en fais? Et en quoi ce livre-là est bien sur certains aspects, moins bien sur d'autres aspects, et comment je peux soit le façonner pour le rendre meilleur au regard des thématiques que je veux aborder à un moment donné avec mon enfant, ou à quel point ça me permet d'avoir des discussions par la suite importantes à la hauteur de ce que mon enfant est en capacité de comprendre. T'as plu comme histoire, Jojo? Non. Dis donc, t'en as plein des histoires de Jojo à la maison, hein. C'est quoi? C'est un coussin? C'est l'heure d'aller dans sa gigoteuse et de faire dodo. J'ai hâte d'avoir cette discussion avec Jo. Mes amis l'imaginent déjà en train d'expliquer aux adultes que tel et tel livre sont sexistes. Ça les fait rire. Et moi, je dois dire que ça me fait un peu peur. Bien sûr que j'ai envie que Jo ait ce recul, cet esprit critique, cette fierté d'affirmer ses opinions. Et c'est ce à quoi je travaille. Mais je veux aussi protéger Jo. Et si ça crée de la tension avec le personnel de l'école ? J'en ai parlé avec Elsa Kedadouche. Elle et sa partenaire ont appris très tôt à leur enfant à exprimer ses désaccords. Quand il y a quelque chose qui la heurte, une chose avec laquelle elle n'est pas d'accord, qu'elle trouve injuste, par exemple, moi, je lui dis qu'elle a le droit de le dire, que ce soit au maître, à la directrice, ou qu'importe, elle a le droit de dire qu'elle n'est pas d'accord. Elle lui a expliqué qu'il y a une règle du jeu à suivre tout de même. Il faut respecter le point de vue de l'autre. Mais elle a le droit de ne pas être d'accord, mais ça ne veut pas dire que ce qu'il dit est faux, ça veut dire que lui, c'est son point de vue. Et elle a le droit de lever la main pour dire « Eh ben moi, je vois les choses autrement et je vais vous donner mon point de vue. » Et une fois qu'on s'est échangé nos points de vue en désaccord, on peut passer à autre chose aussi. Je préfère quand même qu'elle ne soit pas d'accord et qu'elle le dise un peu trop fort, plutôt qu'elle s'empêche de le dire et qu'elle ne soit pas assez entendue. Je pense que tout est dit. Enfin, façon de parler. Il reste encore beaucoup de choses à dire, notamment sur les jouets et le jeu. Ce sera le sujet de notre prochain épisode. Vous venez d'écouter un épisode de Bienvenue bébé, un hors-série de Paillettes et Préjugés. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et laissez-lui des étoiles. Ça aide vraiment. Et si vous avez envie de creuser le sujet, vous pouvez vous abonner à la newsletter gratuite et ou faire un don régulier pour rejoindre la communauté WhatsApp de Paillettes et Préjugés. Et oui, Paillettes et Préjugés, c'est un podcast 100% indépendant, ce qui veut dire qu'il a besoin de votre aide financière pour continuer. La bonne nouvelle, c'est que vous décidez du montant. À vous de voir si vous souhaitez donner l'équivalent d'une chouquette, d'un abonnement Netflix ou même d'une mensualité d'école privée Montessori. Vraiment, c'est à vous de voir. Et si vous n'avez pas envie ou que vous ne pouvez pas faire un don régulier, vous pouvez aussi faire un don ponctuel en fonction de vos moyens. Les liens sont en description du podcast. Bienvenue bébé est une série produite par Paradiso Media en 2022. Écrite et racontée par Aline Laurent-Maillard. Produite par Suzanne Collin. Théo Albaric a monté, réalisé et mixé les épisodes initiaux. Pauline Bouillot a monté et mixé ces nouvelles versions. Le générique est aussi de Pauline Bouillot, avec la musique de Délide, les voix de Clémentine, Gabrielle, Jo, Félix et Louise. À la semaine prochaine! Vous êtes encore là? Merci d'avoir écouté tout mon blabla de fin d'épisode. Pour vous remercier, je vous propose d'écouter en avant-première la question du premier épisode de la saison 1 de Paillettes et Préjugés. Bonjour, je m'appelle Bertie, j'ai 2 enfants qui ont 15 et 12 ans. Nous sommes donc dans une famille queer avec
2 mamans. Et on fait toujours très attention à ce qu'on leur montre, comment on leur explique les choses, etc. Et c'est vrai que moi, il y avait des dessins animés que j'avais très très hâte de leur montrer parce que je les avais grave aimés, dont l'un qui s'appelle Peter Pan et aussi le film Hook que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, en leur montrant, un grand drame, Wendy passe sa vie à faire la lessive, lire les histoires, elle s'occupe de tout le monde. En gros, Wendy est une petite maman. Elle est en compétition, à fond en compétition avec Fée Clochette. Et surtout, les personnes un peu cool, entre guillemets, c'est les Lost Boys. Et comme ça se dit, c'est boys, des garçons en fait. Voilà. Du coup, ma question, c'est comment on fait dans ce genre de situation ? Est-ce que juste on arrête de regarder ces dessins animés ? Est-ce qu'on les regarde, mais on explique à nos enfants au fur et à mesure ? Est-ce que, voilà, comment on gère avec les trucs des années 90 qui sont un peu datés, ou alors avec les trucs de 2025 mais qui sont pas actuels ? Voilà, merci beaucoup. À la semaine prochaine.